Eh bien, chers amis, vous qui êtes dans cette salle, nombreux, je crois qu'on est presque en train de battre un record de présence, et vous qui êtes également très nombreux en ligne, soyez les bienvenus pour ce petit déjeuner du Forum Insider, qui n'est pas le dernier de la saison, puisque nous en aurons encore un au mois de juillet, le 8 juillet, mais celui-ci est important aussi pour nous, parce que c'est notre deuxième partenariat, si je puis dire, avec le think tank Futura qui nous accueille, vous accueille aussi aujourd'hui, pour ce petit déjeuner qui va porter sur l'intelligence artificielle, la gouvernance. Et évidemment, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a concordance entre la parole et le texte, puisque nos amis de Futura viennent de publier un document important que vous pouvez trouver, pour vous qui êtes en distanciel, bien sûr sur le site de Futura, et pour vous qui êtes en présentiel, vous l'avez devant vous, naviguer dans la conformité IA, un enjeu stratégique pour les dirigeants. Et vous avez remarqué, tout le monde parle de l'IA en ce moment, alors c'est pas un buzzword, c'est véritablement un sujet fondamental. Et vous avez deux textes qui sortent presque en même temps, celui de Futura, et un autre dont je vous recommande la lecture, et n'y voyez pas de ma part une forme de prosélytisme, c'est l'encyclique du pape. Toutes les personnes que je rencontre, qu'elles soient croyantes ou pas croyantes, vont dire que cette encyclique est vraiment un document fondamental par rapport aux questions qu'elle soulève, questions qui sont soulevées par d'autres acteurs aussi, mais avec peut-être une puissance jusqu'alors inégalée. Donc, en vouloir vous convertir, n'est-ce pas, je vous recommande de lire cette encyclique, parce que vraiment elle pose des vraies questions de l'IA par rapport à l'humain. Ce n'est pas une simple technologie, c'est autre chose, ça va beaucoup plus loin, ça concerne notre identité, ce que nous sommes, nous, êtres humains, notre intelligence, quoi elle distingue d'une intelligence artificielle algorithmique. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus tellement seulement dans le comment on fait, comment on va faire, mais dans le pourquoi, jusqu'où va-t-on, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on envisage de faire ensemble, parce que c'est l'action collective qui l'emportera sur toute autre considération. Alors ce matin, nous allons donc avoir un petit déjeuner avec Jean-Pierre Lahaut de la Louvière, qui est le président de Futura, que je vais accueillir pour qu'il vous parle de Futura. Et juste après, nous aurons le plaisir d'accueillir Laetitia Avia, chère maître, qui est ancienne députée et avocate au barreau de Paris. Et vous allez nous présenter justement ce document, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il présente comment dirais-je, comme objectif, comme solution. C'est, je crois, une approche très pragmatique, mais derrière le pragmatique, on retrouve la question, mais finalement, pourquoi? Quelle est la fidélité de toute l'action dans une entreprise lorsqu'on met en place de l'intelligence artificielle? Donc, voilà pourquoi je vais maintenant passer la parole à Jean-Pierre. Nous aurons après Laetitia et, si vous le voulez bien, une table ronde où nous essaierons, comme dans un happening, c'est-à-dire en fait où chacun va pouvoir s'exprimer sans qu'il y ait vraiment un ordre prédéfini, même si on a travaillé ensemble, eh bien on essaiera d'évoquer justement ces grands sujets. Est-ce que l'innovation et la gouvernance sont compatibles? Est-ce que le droit, le risque sont des notions qui pourront à mettre en évidence? Est-ce que les obligations créent des opportunités? Est-ce que tout ça, ça nous amène à soulever le problème de souveraineté d'une entreprise ou de tout autre organisme qui met en œuvre de l'intelligence artificielle? Voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Vous verrez que c'est habituel, mais je passe maintenant la parole à Jean-Pierre. Donc merci mon général, bonjour à tous. Je vois en effet que vous êtes bien nombreux, des amis, des adhérents et des futurs adhérents j'espère. Donc pour vous convaincre peut-être d'adhérer, je vais vous présenter rapidement notre association Futura, association qui a été créée en 2015 et qui regroupe les acteurs du numérique autour du document et de la data. Avec trois objectifs. Le premier, c'est l'expertise numérique.
Donc nous travaillons autour des sujets, autour du document et de la data, donc tout ce qui est gestion de documents, archivage électronique, facture électronique, IA, blockchain, cybersécurité, etc. Et nous participons aux commissions normatives en France, l'AFNOR certification et l'AFNOR normalisation, au niveau européen, le CEN et l'ETSI, au niveau international, au niveau de l'ISO. Donc ça, c'est vraiment le premier, je dirais, pilier de notre association. Le deuxième, c'est l'acculturation des dirigeants. Alors nous nous sommes rendus compte qu'il y a, je dirais peut-être pas pléthore, mais qu'il y a énormément d'associations en France et en Europe, très intéressantes, très performantes, mais qui sont pour la plupart très verticales, qui sont pour la plupart composées de techniciens ou d'offres de produits X ou Y. Et nous avons, nous, l'approche plutôt horizontale, de dire les dirigeants se basent sur leur DSI, leur RSSI, leurs spécialistes, mais ont souvent des difficultés à comprendre. Donc notre rôle va être d'acculturer les dirigeants, d'une part en créant des livrets, vous en avez un ici, j'en parlais d'autres tout à l'heure, et d'autre part en créant des événements. Et le troisième, donc le général en a parlé tout à l'heure, le think tank de réflexion sociétale qui a pour but de réfléchir sur les impacts du numérique sur la société. Au niveau des adhérents, nous avons 4 collèges. Le premier collège regroupe les fournisseurs de solutions, qu'ils soient éditeurs, experts, je ne sais pas, formateurs, consultants, etc. C'est un peu plus de 3 milliards de chiffre d'affaires sur ce collège. Le deuxième collège, ce sont les clients utilisateurs, la BNP, le CEA, l'UGAP, etc., et les grandes associations. Le troisième collège, ce sont les institutionnels et les universités. Institutionnels, vous avez la gendarmerie avec l'unité nationale cyber, vous avez le CIAF, donc les archives de France, la direction numérique de l'État, des différentes universités. Et enfin, le quatrième collège qui sont les partenaires, ça siffle un peu ce truc. Le quatrième collège qui sont les partenaires, l'UN Cyber, donc merci encore mon général de nous avoir rejoints. Vous avez Global Security Mag, donc Valentin est là, qui est un très beau magazine sur la cyber, enfin, etc. Donc, je vais mentionner un point qui est eFutura Afrique. Nous avons des adhérents africains et ils nous ont demandé de créer un eFutura Afrique de manière à permettre ça ne marche plus, mais c'est pas grave, de manière à permettre de partager notre expérience, notre savoir dans les domaines qui nous concernent. Donc nous sommes en train de créer eFutura qui démarrera au Sénégal avec un coprésident qui sera notre adhérent Ibrahima Diagne, qui est le patron de Guindé 2000. Et voilà, donc si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ceux qui s'intéressent à l'Afrique. Les livres blancs, vous en avez aujourd'hui 3. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont à distance, à aller sur le site, ou même vous-même si vous le souhaitez, l'avoir en numérique. Nous avons un livret sur la facture électronique, avec la réforme, vous savez, en 2026. Un livret sur la cybersécurité et les différentes réglementations. Donc on a essayé de faire comprendre les réglementations CRA, DORA, NIS 2, etc. aux dirigeants. Ce que nous sortons aujourd'hui, donc naviguer dans la conformité. Pour information, vous l'avez peut-être vu, ça a été préfacé par Cédric Villani, donc je remercie. Et en conclusion, le général Vatin-Auvoir, merci mon général encore, a fait sa conclusion. Nous sommes en train de préparer un livret sur l'archivage électronique, un enjeu stratégique pour les dirigeants. Nous nous sommes rendus compte que l'archivage, ça paraît du passé, mais aujourd'hui, si on archive nos documents, nos brevets, nos documents importants, nos contrats, etc., dans un cloud qui n'est pas souverain, on risque de se faire piquer par nos chers amis américains ou autres, l'ensemble de nos informations. Donc, il faut faire attention. Donc, l'archivage devient une problématique, d'autant plus que la facture électronique ne prévoit pas l'archivage. Donc, ça sera à votre PA de s'en occuper ou à vous de vous débrouiller. Nous terminons un livret sur la cybersécurité du patrimoine informationnel. Nous nous sommes rendus compte que la cybersécurité est souvent perçue comme négative. On parle de coûts à chaque fois. Je vais voir un dirigeant, j'ai besoin de 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million, 10 millions pour mettre en place une cyber. Oui, mais quels sont les avantages de la cyber? Donc ce livret sera là pour dire, la cybersécurité, c'est aussi un avantage. Le patrimoine informationnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas physique, les repas, les brevets, etc., sont importants. Donc nous terminons un livret à ce niveau-là. Un autre livret qui a été demandé par le général Petri, donc le patron de l'unité cyber, nous a demandé de
de réfléchir sur la cybersécurité au niveau de la protection des fuites de données. Aujourd'hui, les attaques sont essentiellement ou en majorité, je vais sur un serveur où je vais récupérer les données, je bloque le serveur, ça c'est classique, mais je vais récupérer les données et les revendre. Et ça devient une problématique importante. Donc, la protection des fuites des données, comment se protéger de ces fuites, avec quelle évolution juridique et technique, pour des dispositifs plus offensifs. Moi, j'aime bien ce mot plus offensif, parce qu'il faut essayer quand même de mettre de l'offensif, tout en respectant bien sûr la loi. Et enfin, nous avons sponsorisé l'AFNOR au niveau d'un fascicule documentaire sur l'archivage électronique des factures électroniques, justement. Donc, vous pouvez télécharger gratuitement. D'habitude, l'AFNOR, c'est pas gratuit, là, c'est toujours payant. Mais là, par notre sponsor, vous pouvez le télécharger gratuitement. En ce qui concerne les événements, celui d'aujourd'hui, donc sur l'IA, le 7 octobre, notez-le, toujours ici, nous aurons un événement sur l'identité numérique et le wallet. Quelle opportunité pour les COMEX. Vous savez peut-être que le wallet professionnel et individuel sera obligatoire, Sandrine, à partir de quand? 2026? Fin 2027? Fin 2026, mais l'entreprise attend un peu. L'entreprise attend un peu, donc 2027, disons. C'est important, ça va quand même changer l'aspect, certaines approches professionnelles. Et quelles sont les opportunités pour nous, entreprises, de mettre en place ce wallet? Donc ça sera le 7 octobre. Et en novembre, nous aurons un autre événement sur l'archivage électronique. Et puis pour terminer, en point d'orgue, notre think tank de réflexion, en général, vous en avez parlé tout à l'heure, donc la journée de la transition numérique qui a lieu tous les octobre-novembre. Cette année, c'est le 5 novembre. Le thème sera Prospective 2035 du numérique. Donc on va essayer de se projeter sur les 10 années à venir, comment la société va-t-elle évoluer, avec une table ronde sur la partie géopolitique. Pour l'instant, nous avons le général Watin-Augouard qui interviendra dans cette table ronde. Henri Dagrin, certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est le délégué général du CIGREF. Et Johanna Brousse, peut-être, je me permets de le citer, mais ce n'est pas encore sûr. Johanna est vice-procureure chef de section de lutte contre la cybersécurité. Et si elle est disponible, en principe, elle sera là. La deuxième table ronde sera sur la civilisation. Comment va évoluer notre civilisation avec justement cette disruptivité de l'IA, c'est tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Vous aurez le professeur Raphaël Gaillard, qui est un professeur de psychiatrie, qui a écrit le livre L'homme augmenté, vous le connaissez peut-être, qui est, petit clin d'œil, qui a été élu à l'Académie française le 25 avril 2024 au siège de Valéry Giscard d'Estaing. Donc le professeur Raphaël Gaillard sera accompagné de Flavien Chervet, qui est un auteur de science-fiction, en général c'est vous qui nous l'avez fait connaître, qui a écrit un livre qui s'appelle Hyperarme, qui est sa vision de l'évolution du monde dans les années à venir au niveau de l'IA, qui est très intéressant. Cédric Villani, que vous connaissez tous, je pense, un mathématicien, Medal Fields en 2010, ancien député de l'Essonne. Et enfin, Yuna Bentabed, qui est spécialiste de la cyberintelligence et qui devrait nous rejoindre ce matin, et qui va donc faire partie de cette table ronde. Et enfin, en conclusion, Vincent Monté, Vincent est le directeur fondateur du DNB-MBA, c'est le vice-président de l'Axel, donc c'est quelqu'un qui va aussi, est capable de synthétiser ces deux tables rondes, en se faisant peut-être accompagner de l'IA pour voir quelle serait la différence entre le point de vue de l'IA et son point de vue sur la conclusion. En général, je crois que j'ai terminé. Merci à vous d'être présents. Je vois qu'il y a des personnes debout. Vous avez quelques places encore devant, donc n'hésitez pas à venir. Et puis, je crois que je vais vous laisser la parole, mon général, et peut-être pour appeler Laetitia. Merci. Accueillir Laetitia. Chère Laetitia, venez nous parler donc de cette brochure. Naviguer dans la conformité IA, pourquoi, comment, et on a besoin de vous entendre pour mieux comprendre sans doute les enjeux de gouvernance. Merci Laetitia. Bonjour à toutes et tous. Et donc oui, je vais vous présenter rapidement ce livre blanc, Naviguer dans la conformité IA, un enjeu stratégique pour les dirigeants, qui est donc un livret, un rapport sur lequel nous avons travaillé avec les membres de eFutura pendant quelques mois. Alors je dois vous dire, maintenant je peux faire cette confession, lorsque
Jean-Pierre m'a proposé justement de coordonner ce groupe de travail et de réfléchir à quelque chose que nous pourrions proposer, j'ai eu en réalité un enthousiasme assez modéré. Un enthousiasme modéré parce que on en a des textes, hein, on en a des rapports, on en a des articles sur l'IA, ça n'arrête pas, des conférences entre les technophobes qui sont ultra alarmistes, ils sont en train de nous dire que l'IA est en train d'éteindre notre civilisation, et d'un autre côté des technophiles naïfs qui sont prêts à donner l'ensemble de leurs données personnelles à des sociétés souvent américaines de manière inconsciente pour voir leur rêve de société numérique se réaliser. Oui, nous avons énormément de littérature sur le sujet. Alors pourquoi est-ce que, en revanche, ici on a eu une approche différente et qui a fait naître cet enthousiasme? Eh bien, tout d'abord parce qu'on est parti d'une réalité. L'IA est là, et l'IA en Europe est réglementée. Et oui, contrairement à d'autres sujets sur lesquels il a fallu du temps avant que nos dirigeants prennent le pas d'encadrer les usages, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, très vite la réglementation est arrivée avec ce qu'on appelle donc l'IA Act, ou en bon français le RIA, donc le règlement sur l'intelligence artificielle. Donc, en tant que dirigeant de société, il n'y a plus qu'une chose à faire aujourd'hui, ce n'est pas lutter pour, contre, mais mettre en place. Et pour mettre en place, il faut comprendre. Et donc, un parti pris dans ce livret, c'est celui de se mettre dans les chaussures d'un dirigeant de société et de se dire qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre, qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce que je dois infuser au sein de mon entreprise, et quels sont les choix que je vais devoir faire. Une rédaction aussi qui s'est heurtée très vite à une réalité. À partir du moment où nous avions posé le premier doigt sur le clavier, ce que nous allions écrire serait peut-être déjà obsolète. Parce que tout va très vite en matière d'IA, parce que l'innovation aujourd'hui est assez illimitée, parce que, y compris en matière de réglementation, si on voit ce qui s'est passé outre-Atlantique, on a eu sur les 12 derniers mois des allers-retours et des multiplications de textes, parce que, y compris en Europe, on peut se poser la question du maintien de notre réglementation. Elle a été votée, elle est aujourd'hui challengée par ce qu'on appelle le texte omnibus, qui a pour but de simplifier, mais simplifions en refaisant les choses, on ne sait pas si c'est forcément simple. Et puis parce que donc il y a des nouveaux usages, on parle beaucoup de l'agentique aujourd'hui qui posera de nouvelles questions juridiques. Nous avons un parti pris ici, c'est de se dire que dans tout ce bruit, dans toute cette évolution, le dirigeant a besoin d'avancer aussi sereinement et d'avoir une photographie de ce qui existe, de ce qui est et de ses responsabilités telles qu'elles existent aujourd'hui. Et donc, nous avons fait ce livret sur la base de ce qui existe aujourd'hui et de ce qui doit donc être appliqué, et non pas de ce que l'on peut imaginer pour l'avenir. Et c'est important puisque c'est ça qui crée le socle de responsabilité pour le dirigeant. Pour revenir sur le contenu, concrètement, on commence par une première partie qui est assez simple, comprendre. Oui, parce que quand on parle d'IA, on parle de beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, c'est un sujet qui est entré vraiment dans le langage quotidien, avec l'arrivée et l'explosion et l'essor de l'IA générative et de ce qui fait son champion en ChatGPT. Mais aujourd'hui, on parle déjà très peu de ChatGPT dans la discussion, qu'on n'est plus sur Claude. Mais voilà, en tout cas, en tant que dirigeant, on entend beaucoup de choses. On commence donc ce livret par une définition, des définitions. Là, en définition, en fait, en réalité, pour bien comprendre de quoi on parle, pour bien comprendre la révolution de l'IA générative et ce que c'est, et pour s'assurer que finalement les dirigeants ne restent pas perdus dans les méandres des discussions et du langage technologique, avec une approche très pratique et puis des illustrations par les usages. Ça, c'est la première partie. Donc, on va évoquer des éléments dans le secteur industriel, la distribution juridique, les RH, etc., pour qu'on puisse vraiment comprendre les différentes formes d'IA et comment est-ce qu'elles peuvent être utilisées et servir.
Ensuite, le cœur du livret, c'est évidemment la réglementation. Avec, s'il y a une chose à retenir, c'est l'IA Act et sa pyramide des risques. Je vous la redonne tout de suite. On a la base qui sont donc les IA à risque limité, qui ne sont donc pas réglementées. Les IA à risque modéré, qui ont une réglementation principalement autour de la transparence. Les IA haut risque, qui, elles, ont une réglementation plus poussée avec des éléments de conformité et de contrôle en continu. Et enfin, les IA inacceptables, qui sont donc inacceptables, donc interdites. En tant qu'avocate, je peux vous dire que c'est un vrai plaisir aujourd'hui de voir que cette pyramide des âges commence à... des risques commence à être de plus en plus intégrée, y compris par les dirigeants d'entreprise, et que moi j'ai encore la semaine dernière quelqu'un qui m'appelle et qui me dit: oui, bonjour, j'ai une IA à haut risque, donc je voudrais qu'on puisse voir ce que je dois faire. Moi, oui, les avocats ont des rêves comme ça. Quelqu'un qui appelle en disant une IA à haut risque, moi ça me fait extrêmement plaisir. Et ne pas oublier donc que ce n'est pas la technologie qui définit la réglementation, mais son usage, ce qui veut dire donc évidemment énormément de difficultés autour de cette approche, je dois le dire. Mais on ne se limite pas uniquement à la question de l'IA Act, parce qu'on a d'autres outils qui permettent d'objectiver aussi un peu plus ce que va être cette réglementation et la mise en œuvre de cette réglementation, donc la mise en conformité, notamment les normes ISO qui permettent donc de mettre en place les différentes briques qui répondent en fait aux objectifs qui sont dans l'IA Act. Et puis une question essentielle, hein, par laquelle j'aurais peut-être dû commencer d'ailleurs: est-ce que je suis concerné? C'est la question que vous allez tous et toutes vous poser. Je peux vous donner la réponse: oui, tout le monde est concerné. Ensuite, la question, c'est à quel niveau? Et donc, nous détaillons certaines situations dans lesquelles nous espérons que chacun pourra se retrouver pour se dire: bon, alors donc c'est ça que je fais, c'est ça la réglementation qui s'applique à moi. Et évidemment, ensuite, mon moment préféré, les sanctions, parce qu'une réglementation n'est jamais utile s'il n'y a pas des sanctions efficaces derrière. Oui, c'est l'ancienneté qui parle là. Et ensuite, parce qu'on parle à des dirigeants, on termine par une partie qui est quand même assez importante, parce qu'on ne parle pas à des directeurs juridiques, on parle à des dirigeants, donc il faut avoir cette approche stratégique. Et donc, savoir pourquoi est-ce que finalement cette mise en conformité, cette compréhension, c'est quelque chose qui va être stratégique pour eux dans la gestion de leur entreprise et dans leurs échanges même avec leurs partenaires, tiers, investisseurs aussi. Moi, je le vois au quotidien dans ma pratique, que ce soit avec des choix qui doivent être faits, que ce soit par des fleurons de notre industrie française qui veulent continuer d'œuvrer pour la souveraineté, que ce soit par des startups qui veulent se démarquer en montrant qu'elles sont conformes avant même de mettre leurs produits sur le marché, que ce soit par des acteurs étrangers qui ont peur du marché européen puisqu'il est connu pour sa réglementation, ou que ce soit par des investisseurs qui maintenant demandent un trust center pour pouvoir auditer la conformité avec autant de sérieux et de précision qu'ils auditent les chiffres et les contrats commerciaux. Donc la conformité IA, c'est un moment de choix stratégique pour le dirigeant, que ce soit des choix en matière d'éthique, de respect et de soutien des droits fondamentaux, que ce soit en matière de formation, que ce soit en matière de sécurisation des infrastructures, de soutien de la souveraineté ou encore de protection de l'environnement. N'oublions pas que l'IA, ce sont des serveurs, de l'énergie et de l'eau. Donc tout cela demande de maîtriser ces outils, leur impact, leur réglementation, et disent finalement aussi beaucoup de ce qu'est le dirigeant et sa société. Et donc cette maîtrise, elle va partir du point le plus haut de la société, de l'entreprise, hein, je veux dire, et elle va infuser jusqu'au collaborateur junior son premier jour. Et c'est pour ça qu'on a mis et qu'on termine en fait ce livre blanc par un tableau qui donne en fait une certaine représentation des différentes fonctions dans une entreprise et le rôle que chacun
a à jouer dans la mise en conformité ou son application. Voilà. Et puis à la fin, vous trouverez plein de petites fiches pratiques, des cas d'usage, etc. Donc c'est un format assez pratique que vous pouvez garder dans un coin de votre bureau. Quand vous parlez avec vos DSI, etc., vous regardez rapidement pour être sûr d'avoir compris ce qu'ils étaient en train de vous dire. Et c'est tout ce que j'ai à dire, je pense, si ce n'est terminer par remercier évidemment Général pour sa conclusion. Moi je trouvais que c'était une façon parfaite de terminer, de conclure ce livre blanc. Remercier évidemment, il n'est pas là aujourd'hui, mais peut-être qu'il nous suit en ligne, mon ami ex-collègue Cédric Villani qui nous a fait l'honneur de préfacer ce livret. Remercier l'ensemble des membres du groupe de travail. Ça a été un véritable plaisir pour moi de travailler avec ces adhérents qui ont été vraiment toujours présents. Je peux vous dire, j'ai fait beaucoup de groupes de travail et j'ai rarement eu autant d'assiduité et de participation vraiment active et de réflexion vraiment pour se dire non mais il faut que ça réponde à des attentes réelles. Et puis, évidemment, je remercie mon binôme Olivier Bourbassel, qui est au fond avec ce joli pull bleu turquoise, qui est un amoureux des mots et un ennemi des anglicismes. Autant vous dire à quel point ce fut difficile dans la rédaction de ce texte qui demande beaucoup d'anglicismes, mais on a essayé de lutter un maximum. Et voilà, donc et merci bien sûr Jean-Pierre et Futura pour votre confiance. Merci Laetitia, vous êtes d'une ponctualité quasi militaire et rien que pour ça, je vous nomme avocat général. Donc mes chers amis, je demande aux intervenants de la table ronde de nous rejoindre en me laissant la place d'extrême droite ou d'extrême gauche libre pour pouvoir avoir une bonne oreille du bon côté. Voilà, donc nous allons, avec cette table ronde, aborder justement, pas dans le détail, mais rentrer davantage dans la profondeur. Oui, Elisabeth, si vous pouvez me laisser cette place, voilà, et venir là, voilà, c'est parfait. C'est parfait, et donc je vais pouvoir venir vers vous, voilà. Ah, alors cette table ronde, il faut que on branche les micros. La technologie. J'ai marché. Cette table ronde, comme d'habitude, vous le savez, pour ceux qui sont des habitués de ces petits déjeuners, nous l'avons préparé avec les intervenants, que je remercie, et que je présente dans l'ordre du tableau. Gilles Darpac qui travaille chez Everteam et qui est donc un des grands responsables de cette entreprise. Simon Bernard, qui est avocat, merci. Cher maître, Sandrine, que connaissent beaucoup d'entre vous, qui est président de la commission confiance et numérique et membre du conseil d'administration de Futura, et Elisabeth Rollin, qui est vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et qui en plus est une ancienne, enfin, quand on dit une ancienne, auditrice de la section souveraineté numérique, cybersécurité et l'IHEDL. Donc c'est toujours avec plaisir que je la vois avec nous. Alors donc, première question que je vais vous poser à tous, hein, chacun, il y a sûrement dans ce petit déjeuner, dans cette table ronde, va pouvoir intervenir. C'est un peu happening, il ne faut pas partir en disant grand 1, grand 2, grand 3, même si on respecte une certaine logique. La première question que je vais vous poser est la suivante. Ça me rappelle mes souvenirs. Ça fait très vieux de monsieur dire ça. Je me souviens des premiers ordinateurs portables dans les entreprises. Et en général, ces premiers ordinateurs portables, dans les années 80 à peu près, étaient la propriété des employés. Moi, je me souviens, la direction de gendarmerie, j'avais le mot de bien, il était à moi. Et il n'y avait pas au nom de la gestion. Et évidemment, ça suscitait de l'intérêt. Tiens, ça sert à quoi? Comment le fait-on? Et puis, progressivement, il y en a d'autres qui ont commencé à amener leurs ordinateurs. Et puis, la fonction achat, acheter quelques ordinateurs. Puis à un moment donné, on s'est dit, ben, attendez, tout ça c'est bien, mais comment pilote-t-on? Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Comment pilote-t-on cette gestion de données? C'est quelque chose de complètement nouveau. Et donc, ma première question, c'est finalement, on voit apparaître effectivement des IA, et on a raison de mettre le pluriel dans l'entreprise, et finalement, à quel moment on se dit, là, on a une question de gouvernance. Là, maintenant, il faut prendre la main. Alors, est-ce que c'est tout de suite, ou est-ce qu'il faut un certain temps de latence pour découvrir ce besoin de gouvernance?
Qui veut répondre? Peut-être Sandrine? Alors, pour commencer, bonjour à tous, merci de votre présence aujourd'hui. À partir de quand il y a quelques années de ça, ChatGPT est arrivé, tout ça était gratuit, je peux aller, j'utilise. On a vu les premiers questionnements dans les entreprises d'utiliser des outils qui n'étaient pas intégrés dans des SI. Et puis sont arrivés ces fameux IA agentiques. Et je crois que là, on commence à arriver vraiment à des histoires de gouvernance. Mais pourquoi? Parce que c'est une histoire de gros sous. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez vu, là, ces derniers temps, on a vu Uber qui nous expliquait qu'ils avaient en 3 mois mangé, bouffé, on va dire ça comme ça, tout leur budget sur l'IA parce que les employés utilisaient énormément l'IA, énormément les jetons qui sont liés à l'IA. Et on nous a un petit peu habitués au départ à dire « Ok, je peux demander ce que je veux, ChatGPT c'est gratuit », sauf que maintenant c'est plus le cas. Et les entreprises ont, pour certaines, eu des factures colossales, ne s'apercevant pas de la capacité de leurs employés à utiliser l'IA pour tout et n'importe quoi. Alors, c'est pas forcément parce que ça donne plus de productivité, mais on voit aujourd'hui des grands, la Silicon Valley, des Uber, des Microsoft qui commencent à encadrer, qui commencent à gouverner. Ça commence par des limitations. Vous n'avez pas le droit d'utiliser plus de X jetons. Un jeton, c'est un mot, un grand mot, c'est 2, 3 jetons, plus de jetons. Donc imaginez, si vous demandez la météo à ChatGPT, ce que ça peut coûter en jetons. Donc aujourd'hui, on rentre dans la gouvernance des jetons et le prix des jetons qui peut varier en fonction du modèle, qui peut varier en fonction de ce qui se passe dans géopolitique. Donc je crois qu'on rentre aujourd'hui dans les premiers temps de la gouvernance, mais parce que ça a eu un impact financier sur les entreprises. Ouais, c'est intéressant parce qu'on aurait pu penser gouvernance pour des raisons de sécurité des données, parce que quand les gens font du shadow AI, ils risquent d'introduire beaucoup de données confidentielles, de secrets d'affaires, et ainsi de suite. Là, on voit finalement c'est le cordon de la bourse qui commence à prendre la main sur le sujet, et donc c'est peut-être dans cette mesure rassurant, parce que quand vous dites que ça coûte très cher, on se demande si finalement l'humain ne coûte pas moins cher que des intelligences artificielles qui, avec des risques d'élimination, deviennent. Moi, je vais laisser après parler. Juste moins cher. Là, aujourd'hui, on voit des dépenses qui sont supérieures en IA que d'embaucher quelqu'un. La différence principale, je dirais, c'est surtout quand vous embauchez quelqu'un, vous savez combien vous le payez à l'année, parce que tout ça est contractualisé. Quand vous utilisez l'IA, vous ne savez pas combien ça va vous coûter à la fin de l'année. Allez-y, Mathieu. J'aurais une réponse différente. Je pense que la question est à quoi avons-nous affaire? C'est-à-dire que quand vous avez un animal de compagnie, par exemple, chez vous, si vous avez un lion ou un chat, vous n'allez pas avoir le même danger et la même gouvernance de votre lion ou de votre chat. L'IA, c'est exactement la même question. C'est de quoi avez-vous affaire? Et c'est à quoi avez-vous affaire? Et c'est là où je vous rejoins, c'est-à-dire qu'effectivement, dès le départ, pour moi, il faut avoir une gouvernance. Et je pense même que ce sujet aujourd'hui, qui est financier, économique, où beaucoup sont en train de se rendre compte qu'il y a une dépendance qui est créée avec une utilisation de tokens qui est totalement déraisonnable, dans une entreprise à peu près normale, un ingénieur aujourd'hui, en data, va utiliser entre 1500 et 3000 euros par mois, rien qu'en token. Et je pense que si la gouvernance avait été davantage anticipée dans certaines entreprises, on n'en serait pas aujourd'hui face à ce niveau d'urgence qui amène certains à gouverner pour des raisons financières ou économiques. Oui, je précise, tout le monde le sait, que le token, c'est un peu l'unité de compte, c'est un peu l'unité qui découpe le prompt en morceaux, et après on a des réponses statistiquement aussi proches que de ce qu'on attend. Et en fait, c'est ça qui coûte cher. Plus vous mettez de tokens, de jetons, plus l'addition est importante. Gilles, vous voulez prendre la parole? Alors, si on reprend cet aspect-là sur les aspects de productivité, les aspects de coût, je suis d'accord avec Sandrine. Ce qui va d'abord motiver les sociétés, c'est la productivité. Et grosso modo, quand vous regardez l'intervention d'Arthur Mensch à l'Assemblée nationale là en mai, il dit que grosso modo, quand vous faites des usages de l'IA dans l'industrie, ce qui est fondamentalement ce qu'ils font, c'est 50% de productivité. Si vous le faites parmi les développeurs, si vous êtes tout seul, c'est x10 en productivité. Si vous êtes 5 ou 10 dans l'équipe, vous êtes à x5. Et si vous êtes comme eux, ils sont 800 développeurs en Mistral, ils sont à x2. Donc en fait, l'histoire sur le fond, c'est d'abord
Qu'est-ce qui pousse les entreprises à le faire? C'est parce que je vais gagner en productivité dans... Alors là, on parle de la génération de lignes de code, hein, le x10 à x2. Quand on parle des usages industriels, bah, si j'ai introduit l'IA, je sais pas, dans un système industriel, on est à 50% de productivité en plus. Hein. Et quand on parle, par exemple, d'un service client, là, on parle de x5. C'est-à-dire, en gros, si j'avais 10 personnes, je vais en garder 2. Je vous donne un exemple très simple. Hein. Vous avez un support technique, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, au revoir, chat. Niveau 2, même topo, et c'est que le niveau 3 que je garde, et j'en garde 20% en gros. Donc d'abord, ce qui motive, c'est la productivité. C'est-à-dire, ça va me rapporter de l'argent. Maintenant, combien ça coûte? Le million de tokens vaut à peu près entre 8 $ chez Mistral, 15 chez Claude, et entre 22 et 30 chez ChatGPT, enfin chez OpenAI. Et il faut bien comprendre quelque chose, c'est que nous qui utilisons tous de l'IA ChatGPT, on a des forfaits à 20 $ ou 20 € par mois, qui sont en réalité limités en nombre de tokens, mais quand vous l'utilisez de manière industrielle, on va dire, dans une entreprise, en fait vous faites des appels par API. Et en réalité là, vous payez au million de tokens consommés. Et donc comme le disait Maître, c'est que grosso modo, ce que dit Arthur Bench, c'est à terme, 10% de la masse salariale sera du token. Donc vous pouvez le voir de deux façons. Soit vous le voyez de la façon de vous dire je vais réduire ma masse salariale de 10% pour faire la même chose, enfin pour faire plus, puisqu'en fait j'aurai un effet de productivité, imaginons si on est chez les développeurs à x2, mais j'aurai 10% de masse salariale, ou je garde la même masse salariale et bon, je vais avoir une plus grosse productivité encore. Et donc le fond de l'histoire il est là. Et après arrive la gouvernance. Parce qu'à ce moment-là, on s'est dit, bon, voilà, j'ai de la productivité, ça me coûte tant, et j'essaie de maîtriser mes coûts. Donc, toutes les sociétés mettent en place des systèmes de contrôle des coûts, hein, nous y compris. Hein. Et à partir de là, on se pose la question de, oula, je vais peut-être mettre en règle avec la loi. Et d'où ce qu'expliquait Laetitia sur toutes les règles à respecter quand on met en place un système d'IA. Elisabeth. Oui, donc moi je vais revenir un peu sur les questions de réglementation. Et aujourd'hui, cybersécurité et sûreté convergent, et on parle de coûts et de collectivités publiques. La ville de Vannes récemment avait décidé d'investir plus de 2 millions d'euros pour acquérir de nouvelles caméras avec des traitements algorithmiques ou traitements augmentés. Et ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, la délibération a été contestée devant le juge administratif, et la Cour administrative d'appel de Nantes a considéré que ce n'était pas licite parce qu'il n'existe aucune réglementation, et aujourd'hui, la loi l'interdit. Le Code de sécurité intérieure permet de la vidéoprotection, mais pas de la vidéoprotection intelligente. Le Conseil d'État l'avait dit aussi à la commune de Nice, qui, elle, à la suite d'une délibération de la CNIL qui l'avait mis en demeure, oui, une mise en demeure de la CNIL, et la commune de Nice disait « Ah oui, mais ce n'est pas un traitement haut risque », ce que Laetitia a évoqué tout à l'heure, l'article 6, mais peu importe. Aujourd'hui, la législation ne le permet pas. Donc, en termes de gouvernance, c'est un vrai sujet aussi de choix budgétaire, à la fois pour les collectivités publiques, mais aussi les entreprises, de pouvoir effectivement investir, mais investir conformément à la réglementation. Bon, le législateur s'en empare, et je vous en reparlerai tout à l'heure. Voilà, c'est intéressant, je vous passe la parole si on est après. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, vous avez parlé de la convergence sur les cybersécurité dans l'entreprise, et qu'on voit que dans l'entreprise, les IA sont utilisées pour de très nombreuses applications, et des applications qui peuvent effectivement rentrer dans le cadre de l'AIAC, qui rentrent dans le cadre de l'AIAC forcément, soit parce qu'elles sont banales, soit parce qu'elles sont à haut risque, voire interdites. Et c'est un laboratoire intéressant de regarder ce qui se passe sur les collectivités territoriales, parce qu'on aborde toujours la notion d'intérêt général, d'ordre public, de sécurité, et dès lors qu'on voit qu'au niveau de la puissance publique, il y a des restrictions fortes, on imagine qu'au niveau du secteur privé, elles le sont encore davantage. Tiens, Maître, vous vouliez prendre la parole. Pour dire deux choses. Tout d'abord, revenir sur ce sujet, et pour clarifier mon premier propos. Effectivement, aujourd'hui, les entreprises mettent de la gouvernance quand ça commence à leur poser problème.
Mon point est de dire que les entreprises ne devraient pas attendre que l'IA pose un problème pour mettre une forme de gouvernance. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'IA est une révolution d'échelle. Elle transforme absolument tout à l'intérieur d'une entreprise. Problème de propriété intellectuelle, problème de modèle économique, problème de souveraineté. Et donc, dès le départ, lorsqu'une entreprise pense qu'elle a sur un usage la possibilité d'avoir un avantage ou qu'il soit interne ou extérieur en utilisant l'intelligence artificielle, elle doit se poser la question de comment est-ce qu'elle l'introduit de manière intelligente et progressive au sein de son entreprise. Et c'est également un sujet majeur d'acceptabilité. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises où l'intelligence artificielle ne passe pas le mur du son, non pas parce que ça coûte de l'argent ou parce qu'à l'extérieur ça pose problème, parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas acceptable. Donc cet enjeu de gouvernance, il est majeur si vous voulez réussir l'intégration de l'intelligence artificielle dans votre modèle, puisqu'on est sur une révolution d'échelle, comparable, à mon sens, à l'imprimerie par exemple. Sur le deuxième point qui est celui de la réglementation, déjà dire que le problème de la vidéoprotection avec IA, ce n'est pas un problème d'intelligence artificielle, c'est un problème de données. Et très souvent d'ailleurs en matière d'intelligence artificielle, on a un problème de données. Parce que là encore, on est sur une révolution d'échelle, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur quelques données, et Internet avait déjà proposé sa première révolution sur ce sujet, mais on est sur des millions et des milliards de données, puisque la probabilité va dépendre du nombre de données et de sa qualité. Donc, sur ce problème particulier-là, on est justement en face de l'obstacle que pose l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut qu'on arrive à avoir des règles, et Laetitia en a parlé avec le sujet de l'omnibus, qui soient à la fois prévisibles dans le temps, arrêtons de changer de règles tous les 15 jours, qui soient par ailleurs harmonisées au niveau européen. Pourquoi est-ce que la France ne peut pas faire ce que fait l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne, qui ne sont pas plus conservateurs que nous en matière de liberté individuelle? Et harmonisons nos réglementations. Pourquoi est-ce que le règlement IA permet des usages que finalement le RGPD va rattraper pour des raisons qui sont parfois obscures ou simplement parce que le RGPD n'avait pas anticipé ces usages-là? Oui, vous avez raison de souligner la problématique avec le RGPD, parce que le RGPD c'est porté sur des données à caractère personnel qu'on identifiait bien, nom, prénom, âge, poids, taille, numéro de téléphone, alors qu'avec l'IA, on a des petites particules qui ne sont pas de données à caractère personnel, mais agglomérées par l'IA, deviennent de la donnée à caractère personnel. Non, c'est pas ce que vous voulez dire? Non, non, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, le RGPD, le problème avec la vidéoprotection avec IA par exemple, c'est un problème de consentement. C'est que vous devez avoir un consentement et la possibilité de vous y opposer. Or, si c'est dans la rue ou dans un magasin, vous n'avez pas la possibilité de vous y opposer en tant que tel. Et donc, il faut une base, qu'elle soit réglementaire ou législative, pour permettre l'autorisation. C'est pas le... Parfait. Donc, en fait, on a parlé. Vous voulez parler oui. La question qu'on peut se poser, finalement, c'est par rapport à ces IA, la gouvernance collective, parce que finalement, vous avez abordé la question de l'acceptabilité sociale. Alors, ça, c'est vraiment très important. Et je ne sais pas si vous avez vu récemment cette information, Eric Schmidt, qui est l'ancien patron de Google, qui arrive à la faculté dans une université de l'Arizona, en toge et autres, et qui nous fait un grand discours. Et là, il dit aux étudiants, vive l'IA, l'IA de demain, ça sera une super IA. Et là, il est hué. Alors bon, il dit, tiens, j'ai peut-être dit une bêtise, il continue en allant encore plus loin. Et là, mais c'est un discours hué du début jusqu'à la fin. Ce qui montre qu'à un moment donné, on voit apparaître des rejets, des inquiétudes par rapport à l'intelligence artificielle, ce qui nous amène à poser justement au sein de l'entreprise la question de la confiance finalement. Est-ce que la confiance est un élément important, et est-ce que cette confiance dans l'IA peut être aussi un outil de performance? Vous voyez, c'est qu'une entreprise au sein de laquelle l'IA est développée avec un sentiment de confiance, est-ce que cette entreprise va devenir plus performante? Gilles. Alors, dans la mise en place concrète finalement de projets, parce que c'est ce que vous dites en général, concrètement, donc, comme ça a été dit par M. Bernard, c'est quel est le type d'IA que j'ai, et donc on dit est-ce que j'ai une IA élevée à risque limité ou à risque modéré, qu'est-ce que je vais mettre en place comme mesure. Alors les mesures, elles sont détaillées page 46, donc vous irez regarder dans le livret, vous verrez, c'est très bien expliqué. Et une fois qu'on s'est dit, bon ben voilà les types de mesures que je dois mettre en œuvre,
ça va être comment je vais l'intégrer dans l'organisation de la société, parce qu'il ne faut pas rêver, l'IA, ça hallucine. Alors, vous faites l'exemple, hein, je vous conseille, par exemple, j'avais fait l'exemple suivant, je voulais savoir de combien le tourisme avait baissé aux USA suite à ce qu'avait fait Donald Trump. Sa première réponse est non, non, le tourisme a augmenté. Comme j'étais sûr que ça avait baissé, je leur pose la question, je dis ah oui, oui, excusez-moi, vous avez raison, il a bien baissé, je me suis trompé de statistique. Donc, l'IA hallucine et va continuer à halluciner un certain temps. Donc ça veut dire que quand j'injecte l'IA dans un projet, c'est comment je contrôle derrière ce qui a été fait pour faire en sorte que ça ne va pas partir en sucette et que ça ne va pas raconter des horreurs, genre l'avocat qui écrit sa plaidoirie avec des articles inexistants et il se fait allumer le jour de sa plaidoirie. Bon, je ne sais même pas si c'est un exemple réel ou fictif, mais bon, ça circule. Donc la question c'est, j'intègre l'IA, d'abord je me pose la question en fonction de type d'IA, d'application que j'utilise, quelles sont les mesures que je dois mettre en œuvre. Alors ça va de l'explicabilité, du choix, jusqu'à les biais, etc. Ça dépend ce que vous faites comme type d'IA. Mais sincèrement, la plupart des usages que vous allez faire vont être des usages à risque limité ou à risque modéré. Et honnêtement, les règles sont assez light, hein, puisque c'est protection des données personnelles, donc RGPD, minimisation des biais et avertissement utilisateur qu'une IA est utilisée. Quand on passe ensuite, et les autres, c'est du recommandé entre le modéré et le limité. Par contre, quand on passe aux IA élevées, alors là, ça rigole plus. Là, le catalogue des mesures, il est long comme le bras, et sa mise en œuvre, elle est longue comme le bras. Mais le fond de l'histoire sur l'IA, c'est comment je contrôle que ce qu'elle a fait n'est pas n'importe quoi. Donc, les gens qui l'utilisent doivent être suffisamment sachants pour savoir là où ça ne va pas. Et c'est ça l'histoire. Quand vous mettez en place l'IA dans une organisation, mais je pense sur du développement, il produit du code. Alors, ça c'est produire du code, mais alors à la volée, hein. Franchement, ça c'est exceptionnel. Mais par contre, est-ce que le code qu'il a produit a bien été mis en place? Dans le cas de figure là, ça veut dire que si les specs détaillées initiales sont mauvaises, bon alors là, à la fin, c'est horrible. Et le principe du garbage in, garbage out est démultiplié. Si ce que j'ai en entrée est mauvais, alors ce que j'ai en sortie est 10 fois plus mauvais. Voilà. Et en plus, donc il commence à y avoir par exemple des articles qui sortent qui expliquent que votre IA, votre agent IA, c'est un espèce comment dirais-je, de personne qui a Alzheimer et qui en plus est un autiste. Donc ça veut dire qu'en réalité, il peut avoir développé un truc une fois, et 3 prompts plus loin, il va faire un truc qui n'a rien à voir. Donc comment je contrôle tout ça? Et c'est ça le fond de l'histoire. C'est très efficace si je sais bien le contrôler, et que ensuite je me suis aligné, comme disait Maître Bernard, avec la loi, avec les bonnes mesures, en ayant checké que j'ai fait les bonnes mesures selon le type d'IA que j'ai déployé. Sandrine, est-ce que la conformité est une sorte de capital de confiance pour les entreprises? Quand on prend par exemple la cybersécurité, on prend le NIS 2, on voit qu'il y a des obligations pour les entités essentielles, les entités importantes, mais que par granulation, on descend très bas, et à chaque fois que vous allez contracter avec l'entreprise, vous allez dire dis-moi quelle était la cybersécurité, je te dirai si je fais un contrat avec toi. Est-ce que demain, la manière avec laquelle une entreprise va gérer cette confiance dans l'IA va être un élément, je dirais, positif pour elle par rapport à sa relation avec son écosystème? Ça c'est certain. Je voulais juste, avant de répondre à cette question, rebondir sur quelque chose qui concerne ce qu'on appelle alors fin 2025. Alors il y a eu le règlement IA et puis après il y a eu la Commission européenne qui a dit au Comité européen de normalisation rédiger des normes. Il faut que vous rédigez des normes. Pourquoi faire? Pour amener la confiance, pour déployer à grande échelle l'IA et pour amener à une structure où finalement on trouve les moyens d'avoir des documents qui permettent de mettre en œuvre, c'est à ça que ça sert une norme, hein, comment mettre en œuvre, comment modifier les processus, comment contrôler, comment savoir ce que je fais, comment expliquer ce que mon IA fait. On exprime ça dans différents termes normatifs, l'explainabilité, je vous le dis en mode franglish, mais excusez-moi Olivier, l'accuracy, on va retrouver derrière la robustesse. Ça, c'est des termes qu'on va retrouver dans chaque norme qui a été commencé à être travaillée au niveau européen. Et c'est marrant parce que c'est vraiment les premiers termes qui ont été utilisés, c'est ça, c'est l'éthique, la gouvernance, le traitement de la donnée
Et est-ce que je sais ce qu'elle fait, mon IA, vraiment ou pas? Et est-ce qu'elle va me répondre exactement la même chose à une question que je vais lui poser aujourd'hui? Est-ce qu'elle me répondra la même chose demain? Et c'est en fait qu'on retrouve dans la rédaction de ces normalisations, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant, cette normalisation, ce ne sont pas des normes restrictives, ça reste des normes volontaires. Et le fait de rentrer dans ces normes volontaires, eh ben on répond à toutes ces questions-là. Est-ce que je suis capable d'expliquer ce que fait mon IA? Est-ce que je suis capable de comprendre ce qu'elle fait? Et est-ce que je suis capable, prenons ces IA qui font du code, toute personne qui a côtoyé des développeurs et qui connaît des codes non commentés se dit que 3 ans plus tard, bah, c'est même pas la peine, il faut tout refaire parce qu'on comprend pas ce qui se passe, parce que ça a été fait par un autre cerveau. Bah, finalement, l'IA, des fois, c'est un peu pareil. Ça fait un code, je ne sais pas pourquoi il l'a fait, je ne sais pas quelle décision il a prise, mais par contre, je lui fais confiance. C'est ça qui est intéressant dans ces normes européennes. Et plus vous allez aller... Donc, il y a eu après une des premières normes, la fameuse ISO 42001. Pardon. 2001. Ouais. Merci. Qui en fait parlait de gouvernance. Principalement de gouvernance. Et c'est par là qu'on commence. Après, il y a beaucoup de normes européennes qui vont vous parler de comment mettre en œuvre des processus, des contrôles, des éléments de preuve qui vous permettront de démontrer que votre système d'IA est de confiance et qui vous donnera un avantage compétitif. Et c'est là où on revient à ça, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que demain, l'idée d'avoir ces outils d'IA qui peuvent être mis à disposition, je ne suis pas en train de parler des modèles élevés, parce que ça c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Je suis surtout pas en train de parler des intermédiaires et tout ce qu'on peut pouvoir trouver dans les entreprises, qui vont demain pouvoir être un nouvel actif de l'entreprise. Je suis capable de maîtriser ce que je fais. Aujourd'hui, c'est l'idée. Une entreprise doit maîtriser ce qu'elle fait. Elle doit contrôler, elle doit changer, elle doit corriger. Et si on ne sait pas trop ce que font nos outils, on ne peut pas faire ça. Donc c'est là où je trouve ça très intéressant, cette idée d'aspect normatif. Et plus vous irez vers des entreprises qui sont en capacité de dire « je suis en conformité » avec ces normes qui ont été écrites justement pour cette confiance, là vous aurez d'autant plus confiance en cette entreprise et d'autant plus confiance en sa maturité d'utilisation d'IA. Maître, on a parlé de l'intelligence artificielle au travers de la IACS, donc le règlement européen. Et c'est vrai qu'on dit souvent, bon, l'Europe régule, réglemente, elle ne s'est pas créée. Bon. Et on a tendance à voir dans la IACS un acte défensif et non pas comme un document, je dirais, presque fondateur d'une autre vision qu'on peut d'ailleurs partager vis-à-vis du reste du monde, comme on l'a fait pour le RGPD. Comment voyez-vous justement cette dynamique de cette réglementation européenne? Est-ce que justement elle est de nature à offrir quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus, j'allais dire, offensif que ce que l'on connaît avec les critiques qui sont parfois portées? Il faut, pour répondre à cette question, peut-être se remettre dans le contexte de dans quel cadre l'AI Act a été pensé. C'est-à-dire que l'Europe venait de déployer le RGPD et le RGPD commençait à s'installer comme une norme au niveau mondial. En termes d'historique, quand il y a Cambridge Analytica, le réflexe de Facebook, ce n'est pas de dire on va mettre en place des normes internes ou autres en plus, c'est de dire on va appliquer le RGPD à l'échelle mondiale. Le règlement IA, il arrive dans ce contexte-là, dans un contexte où l'Europe commence à comprendre que son marché de 470 millions de consommateurs, il peut potentiellement permettre d'imposer des normes à l'échelle mondiale et surtout que ces normes validées par ce marché-là peuvent permettre à ces entreprises de s'étendre et d'être davantage compétitives dans le monde entier. Ça, c'est un point important. Ensuite, pour que ça puisse se produire, il faut que l'Europe aille au bout de cette idée-là, en allant dans cette harmonisation dont on parlait, dont Laetitia parlait avec l'omnibus, avec la vigilance, de bien se dire attention, soyons prévisibles, etc. Et puis il faut surtout qu'on aide nos entreprises à mettre en place le règlement IA. Il ne faut pas que la charge repose finalement sur les entreprises européennes, quand, ne nous l'oublions pas, les entreprises américaines ou chinoises ont des fonds qui peuvent être illimités pour ça. Et on peut avoir cette tendance parfois à s'imposer des normes en se disant c'est chouette, on va protéger nos acteurs européens, mais finalement les premiers à être conformes à la norme vont être les acteurs étrangers et vont étouffer nos acteurs nationaux à nous. Donc oui, il y a une volonté politique, la norme est d'abord la traduction de cette vision politique-là, mais il y a ce point de vigilance de dire allons au bout de cette idée,
aidons nos entreprises à mettre en place ces normes-là, et effectivement, verrouillons le marché et étendons-nous ensuite dans le monde grâce à ces normes-là. J'étais en Afrique il n'y a pas longtemps pour parler de ces sujets, et les Africains ont ça en tête. Il y a des pays africains qui sont en train de regarder comment mettre en place un équivalent du règlement IA, en se disant qu'en plus, le principal marché pour leurs entreprises, c'est le marché européen. Profitons de ça, allons-y. C'est intéressant parce que Jean-Pierre tout à l'heure parlait de Futur Afrique et c'est très intéressant par exemple de voir comment, ne serait-ce que sur le plan du numérique, la convention de Malabo de l'Union africaine est venue un peu s'inspirer de la convention de Budapest, des textes européens du RGPD. Et donc il y a une puissance de la régulation, de la réglementation européenne qui est souvent méconnue. On a peut-être tendance à critiquer l'accent de l'Europe, mais elle fait quand même elle produit des effets importants. Gilles. Alors je partage totalement le point de vue de Maître Bernard, c'est-à-dire que l'IA Act, c'est un outil de puissance économique, et les Américains l'ont bien compris, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent le détruire. Et très concrètement, quand on parle de puissance économique, un petit rappel sur les aspects souveraineté, les États-Unis disposent du FISA 702 et de l'Executive Order 12333, beaucoup plus puissant que Cloud Act, IA Act et tout ce qui s'ensuit. Grosso modo, ils peuvent vous espionner tranquillement sans vous demander l'heure. Hein, soyons très clairs. Donc, à partir du moment où vous donnez vos données sur un acteur américain, qu'il soit implanté en Europe ou qu'il soit implanté aux USA, en Afrique, n'importe où, de toute façon, il a accès à vos données. Et ça, j'en entends encore beaucoup trop souvent, quand je faisais de la cyber, où on m'expliquait que la géopatriation, c'est-à-dire le fait de mettre les données en Europe, en les donnant à un acteur américain, ça vous protégeait. Donc la réponse est non. Donc reprenons le propos de Maître Bernard. Donc oui, c'est un système qui permet, donc l'IA Act est une arme offensive, hein, c'est du soft power, pour faire de la domination économique, et mettons-la en œuvre parce que ça fera à terme de la domination économique. Et si on rebondit là-dessus, donc toujours la même conférence d'Arthur Mensch, grosso modo, il explique que 1 gigawatt de puissance électrique, ça génère 2 milliards, à peu près 2 milliards 50 millions de tokens. Et ça génère 2 milliards de tokens, à peu près, ça génère, en fonction de qui vous le vend, entre 15 milliards d'euros et grosso modo 50 milliards d'euros. Si c'est OpenAI ou Mistral qui vous le vend. 10% de la valeur, c'est l'électricité. 90%, c'est qui fait l'IA. Donc, si demain, dans vos sociétés ou dans vos organisations, vous choisissez Claude, vous choisissez ChatGPT ou OpenAI ou un autre, vous êtes en train de gentiment enterrer le futur de l'Europe. Et si vous faites le calcul, le facteur limitant de l'IA aujourd'hui doit être la puissance électrique. La France, elle a 9 gigawatts de disponibles. Donc, vous faites le calcul, on va prendre une médiane entre 15 et 50, on va prendre 30. Vous faites 30 x 9, 270 milliards. Le PIB de la France, c'est 3 000 milliards, à peu près, 3 500. Vous êtes à 10% de ce PIB. Et au niveau de l'échelle européenne, c'est encore pire. Et les besoins exprimés pour l'Europe, c'est 400 gigawatts à horizon 5 à 10 ans. Donc la question est, qu'est-ce qui reste de disponible en électricité pour être capable de générer de l'IA? Réponse, à part la France, les autres qui ne sont pas excédentaires. Après, vous devez attendre 5 à 10 ans pour générer une centrale nucléaire digne de ce nom, capable de générer du gigawatt correctement. Et ça veut dire que le facteur limitant de l'IA, ça va être l'électricité, le premier point. Et ensuite, ça va être qui gagne la guerre. Autrement dit, quand une organisation parmi vous décide de prendre du Claude ou du OpenAI, et ben en fait, vous êtes en train de tuer votre propre business, quoi. Et ça, c'est un point important sur la partie indépendance et aussi capacité à terme qu'il y ait des emplois en France, parce que c'est sympa de dire l'IA va certes probablement transformer les jobs, réduire ou pas la masse salariale, ça reste encore une grande question, mais c'est surtout derrière à la fin qui va avoir la puissance. Et quand vous faites le calcul des 400 gigawatts et vous les multipliez cette fois-ci par 30 milliards, vous faites le calcul, 400 x 30, mais à 12 000 milliards, 12 trillions. Et 12 trillions de PIB, on parle, hein, 12 trillions de PIB, celui de l'Europe, c'est 19 trillions. Actuellement, l'Europe, c'est 19 trillions de PIB, versus, là, on parle de 12 trillions. Faites le calcul, 12 trillions, qu'est-ce que ça va apporter comme prospérité économique?
Alors bon, c'est intéressant ce que vous venez de dire parce que ça rejoint l'histoire de la régulation par les finances et la régulation par l'énergie. On voit par exemple que Taïwan aujourd'hui a des problèmes considérables d'approvisionnement en électricité, que l'intelligence artificielle, si on continue, ça fera 27% de la consommation de la Californie en électricité, et qu'il y a des tensions énergétiques, des tensions hydriques, qui elles vont être peut-être les plus régulatrices dans l'évolution de l'IA. La super IA, l'IA super intelligente, ce ne sera peut-être pas pour demain pour ces raisons-là. Mais je crois que effectivement, ça fait partie, si vous voulez, des contraintes extérieures hein, qui s'ajoutent, si vous voulez, à la nécessité d'avoir une gouvernance propre à l'entreprise, et que cette gouvernance, elle doit tenir compte justement de ces problématiques. Maître, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, en une phrase, c'est ce que dit très bien le guide, cartographier les dépendances technologiques liées à l'IA, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on ne le fait pas assez. L'électricité en fait partie, il y a le sujet des données, etc. Mais il faut vraiment cartographier ces dépendances. Alors, ça c'est très intéressant. Juste avant d'aborder justement cette cartographie, et Elisabeth, quand on parle justement de la confiance, on pense à la confiance au sein de l'écosystème des entreprises, mais par rapport à la puissance publique, parce que vous êtes là un petit peu comme une régulatrice de la confiance entre les usagers, les services publics, par rapport à l'utilisation de l'IA. Sur quelle base vous allez vous appuyer pour vérifier justement que cette confiance est bien établie, ou qu'elle est trahie? Alors effectivement, la confiance, elle est centrale, et ce qui a pu être... j'ai envie de dire une vraie difficulté, c'est le risque sociétal de surveillance généralisée. Le fait que l'on ne fasse pas confiance, effectivement, en termes de sécurité. C'est pour cela que c'est aux législateurs qu'il est appartenu, pour les JO, de mettre en place toute une série de mesures pour qu'il y ait cette acceptation sociétale et que les citoyens soient rassurés à la fois avec ce besoin, cette nécessité de protection et l'intelligence artificielle qui apporte quand même aux forces de sécurité intérieure une puissance de calcul et une rapidité d'exécution. Alors la loi pour les JO 2024 avait listé un certain nombre de finalités, c'est-à-dire risque terroriste, atteinte grave aux biens et aux personnes, avec pour la détection d'armes, de mouvements de foule, c'était listé très précisément. Et là, le législateur, donc dans le projet de loi, réponse immédiate aux phénomènes troublant l'ordre public, texte qui a été voté au Sénat, que ce soit pour les caméras algorithmiques, les lecteurs automatisés de plaques d'immatriculation, dit on peut aller plus loin parce que jusqu'à présent on n'a que des échantillons relativement restreints et on apporte des garanties en matière de protection des données à caractère personnel, mais on donne aussi une puissance pour lutter contre le trafic de stupéfiants, pour favoriser la recherche d'une personne vulnérable, voire dans le cas d'un enlèvement d'enfants. Donc il ne faut pas que les forces de sécurité intérieure puissent, au nom de ce risque sociétal, se priver d'outils au service de tous. Alors c'est très intéressant parce que le mot confiance, depuis tout à l'heure, enfin, quelques minutes, on en parle beaucoup. J'ai toujours tendance à penser que plus on parle d'un mot, plus ça veut dire qu'on a des doutes ou des interrogations par rapport à ce mot, et il sera vraiment, à mon avis, un des mots clés de notre civilisation dans les 5 ans, dans la 10 ans, Jean-Pierre, pour notre journée des transformations numériques, que ce sera de 2035. Vous verrez qu'en 2035, on tapera confiance et on verra que ça sort dans tous les documents et que dans tous les discours politiques. Vraiment, c'est quelque chose d'important parce que souvent, on oublie l'humain quand on parle de gouvernance et la question de l'acceptabilité sociale. Elle est vraie au sein de l'entreprise, elle est vraie vis-à-vis de l'action des pouvoirs publics. Je crois que Simon évoquait à l'instant la cartographie des usages, le besoin. Et là, je crois qu'on va peut-être rentrer, si vous voulez, non pas dans la profondeur, parce qu'on est déjà, mais finalement dans les aspects plus opérationnels, plus techniques, plus pratiques. Comment, justement, Sandrine, ou peut-être Gilles, voulait parler justement des aspects opérationnels, comment on fait, comment on met en pratique, cartographie,
on a d'autres choix des fournisseurs sur les contrats, la manière d'avoir une politique interne, la formation, la supervision, enfin, bref, comment, en concret, on met en œuvre justement cette gouvernance. Alors, la base déjà, c'est dans les entreprises, ça commence toujours de la même manière, hein, c'est-à-dire qu'elle ne se pose pas la question de est-ce que j'ai une gouvernance, malheureusement. Elle commence par j'ai un besoin. Donc elle a un besoin, elle met en place son besoin, et là il faut quand même qu'elle se pose quelques questions d'histoire d'être en règle avec la loi. Donc parler des avocats, c'est pas une mauvaise idée hein, dans le domaine, c'est pas si simple que ça. Et donc elle va mettre en place d'abord son système de manière à être en conformité avec la loi. Après, elle peut se poser des questions sur est-ce que je vais donner mes données à quelqu'un qui peut les pirater, ou est-ce que mes données ont un intérêt à être piratées économiquement, je parle. Être piraté économiquement ou pas, bon, si la réponse est non, à la rigueur, il y a le fournisseur qui vous plaise, mais si la réponse est oui, mieux vaut pas le faire. Après, elle peut aussi se poser des questions pour certaines, et ça vient notamment dans les appels d'offres publics, hein, c'est entre 10 et 20% de la note maintenant, c'est l'aspect RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale. Or, quand on fait de l'IA, grosso modo, c'est x10 en consommation par rapport à un serveur normal, hein, donc, histoire de voir de quoi on parle. Donc elle peut aussi se poser la question dans ce domaine-là. Après, il y a tous les codes vis-à-vis des fournisseurs. Enfin, d'un point de vue vraiment très pragmatique, ensuite, c'est la notion du... Surtout dans le résultat que ça va me donner. C'est-à-dire, il faut avoir pensé organisationnellement ce que je vais faire avant de mettre en place l'outil pour se dire comment je l'intègre dans ma chaîne de production, peu importe ce que c'est, pour que ça génère des gains de productivité et que ça ne génère pas n'importe quoi. Il faut bien que tout le monde comprenne quelque chose. Aujourd'hui, l'explicabilité de l'IA, ça n'existe pas. Pourquoi? Vous avez 4 types d'IA, l'IA à base de règles, très simple, très explicable. Machine learning, déjà, c'est déjà moins explicable. Mais alors, tout ce qui est ce qu'on appelle les réseaux neuronaux, donc deep learning ou IA générative, qui est une forme de réseaux neuronaux, c'est inexplicable aujourd'hui. Personne ne peut dire pourquoi l'IA à l'instant T a pris telle décision, et il n'y a pas d'outil encore pour le faire. Donc dans la loi, c'est expliqué qu'il faut expliquer le choix de l'IA. En réalité, on explique quel est le processus qui est utilisé, mais alors certainement pas pourquoi elle a décidé. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'explicabilité de l'IA, c'est pas possible. Il y a plein d'outils qui se développent actuellement, mais aucun ne permet de faire l'explicabilité. Voilà. Et c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, vous avez des résultats d'IA complètement différents, en fonction d'un prompt, d'un autre prompt, d'une interrogation par un agent, ou d'une deuxième interrogation par un agent sur le même sujet. C'est ça qui explique le problème, c'est que vous ne pouvez pas expliquer le choix. Et tant que c'est pas possible, la confiance dans le domaine, va falloir contrôler quoi. Il va falloir contrôler a posteriori et pas a priori. Voilà. Oui, ça, cette notion d'explicabilité est vraiment une question centrale, parce que si on ne peut pas expliquer, comment peut-on avoir confiance? Sandrine, vous voulez... Elle l'est, mais c'est aussi pour ça que la norme sur l'explicabilité n'existe pas encore. Parce que c'est vrai qu'elle elle s'est confrontée à cette incapacité à expliquer comment fonctionne cette technologie. Mais c'est aussi pour ça que les IA agentiques marchent si bien en ce moment, c'est parce qu'on est revenu sur des actions assez fines. Je veux faire quelque chose, je veux faire cette chose précise. Donc là, forcément, on arrive beaucoup plus à avoir un cadre, on arrive un peu plus à avoir une image. Alors, cette histoire de confiance, ça fait depuis 12 ans qu'il y a en Europe ce qu'on appelle des services de confiance. L'Europe est toujours basée sur cette histoire de « je veux que les utilisateurs, les Européens, aient confiance dans les entreprises, aient confiance dans les services dématérialisés, aient confiance dans l'IA ». Donc ça, c'est quelque chose qui est intrinsèque à cette manière qu'a l'Europe de réguler quelque part. Mais ça n'empêche pas pour autant l'innovation. On a eu énormément de discussions. Oui, les normes, ça empêche l'innovation. Déjà, juste deux choses, pas confondre les normes d'application obligatoire et les normes volontaires. Ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Les normes d'application obligatoire, elles existent très souvent parce qu'il y a des industriels qui ont fait n'importe quoi. Les normes d'application volontaire, aujourd'hui, sur tous ces sujets dématérialisation, j'entends, IA, elles sont là pour gérer des risques et pour montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi à n'importe quel moment. Alors, juste pour revenir un petit peu à cette idée de gouvernance,
C'est vrai que moi j'ai vu beaucoup d'entreprises, moi je suis consultante, je me balade dans les entreprises, je travaille dans les entreprises. J'ai vu beaucoup d'entreprises qui ont, avec des directions qui ont dit « Ah voilà un budget, 200 000 €, utilisez l'IA ». Super, mais pourquoi faire? Du coup c'était donné dans des mains des devs qui faisaient des trucs, et qui venaient vers les métiers en disant « J'ai fait un truc, tu veux essayer ?» Et puis les métiers disaient « C'est quoi ton truc là? Parce que je vois pas ce que ça fait. » Et ça c'est marrant parce qu'on ne part pas du tout de cette logique de « Je suis un dirigeant, je donne une idée globale de ce que je veux atteindre, j'ai des indicateurs, je veux atteindre la performance, ça va se décliner de telle manière et telle manière, management intermédiaire, ok je mets en œuvre sur la partie développement je dirais. » Et c'est pas du tout parti comme ça au départ, alors que normalement c'est ça dont on a l'habitude dans les entreprises. Donc bon, cette idée de gouvernance, de savoir ce qu'on veut faire, de savoir pourquoi on veut le faire et de donner un cadre pour le maîtriser, c'est super important aujourd'hui. Et si vous voulez mettre en place de l'IA, faites-le. Après, les normes qui existent, je parle des normes volontaires, les normes ISO, la 42001, si vous voulez savoir comment mettre en œuvre de la gouvernance, bon déjà, allez regardez le livret, excuse-moi, ici, déjà ça vous donnera une bonne idée, puis quand vous aurez fini ça, allez donc jeter un petit coup d'œil à la 42001 et vous verrez aussi énormément d'outils qui vous permettront de le faire et d'aller plus loin. Et à partir de là, de vous-même avoir beaucoup plus confiance en ce que vous faites. Et ça, c'est très très important. Maître, Pour ajouter et aller dans ce sens-là, aujourd'hui les projets IA échouent pour deux raisons principales. La première, c'est un manque de gouvernance. Et entendu comme manque de gouvernance, également le fait qu'il n'y ait pas au sein des entreprises les bonnes directions qui se parlent. C'est en silo, et notamment ce cas des développeurs ou des directions métiers qui vont travailler sur un projet. Le juridique n'était pas dans la boucle, les affaires publiques sur des sujets réglementaires non plus, la direction non plus, et le projet va échouer. Et la deuxième raison, et c'est important parce qu'on en a moins parlé aujourd'hui, c'est celui de la donnée. Aujourd'hui, beaucoup de projets échouent parce que des usages sont envisagés, mais finalement, la donnée a été un impensé. Or, j'ai eu le cas avec un acteur public qui a mis 2 millions sur un projet et s'est rendu compte à la fin du projet qu'en fait il n'était pas utilisable pour une raison simple, c'est que la donnée nécessaire était protégée. Et trop souvent encore dans les entreprises, et c'est en partie lié à la gouvernance, le sujet de la donnée est un impensé. Je pense que c'est important de mettre l'accent sur ce point. alors ça c'est très intéressant ce que vous dites, et je donne la parole à Christine après. Elisabeth, c'est très important ce que vous dites, parce qu'on voit bien que lorsqu'on a mis en œuvre le RGPD, on a commencé à dire aux entreprises, cartographiez vos données. C'est quoi vos données? Quelles sont les données qui n'ont aucune importance, qui peuvent disparaître? Mais quelles sont les données stratégiques? C'est quoi votre secret d'affaires? C'est quoi les données protégées par le secret de la défense nationale, par exemple? Donc, on voit bien qu'on revient, si vous voulez, à cette question de la cartographie des IA, mais versus cartographie des données. Jusqu'où je peux aller? L'exemple des 2 millions d'euros qui tombent à l'eau uniquement parce qu'on n'a même pas pensé au départ. Et c'est là où on revient dans une stratégie. C'est vrai que, pour moi, l'innovation, ça vient souvent du bas. Hein, c'est souvent les initiatives du terrain qui font qu'à un moment donné, on arrive à une vision stratégique et qu'on la décline et qu'on la... Mais dans ce domaine-là, je crois, et vous l'avez bien souligné vous-même, il faut que ça commence d'en haut. Je veux faire quoi et avec qui? Et d'une manière transversale. C'est-à-dire que l'entreprise en silo, ça ne marche pas. Par exemple, le DRH, j'imagine que le DRH avec l'IA, ça change son job. Ça change son job parce que justement, il doit arbitrer entre la masse salariale et le coût des tokens. Et le coût de l'énergie. Donc ça, pour moi, ça fait partie des choses qui sont en train de tout changer. Oui, allez-y, après... oui. Non, mais Elisabeth, je vous passerai la parole après. Je crois que la plupart du temps, je vous laisse compléter. Et c'est pas le DRH d'ailleurs qui est dans la boucle, ce qui pose un autre problème en matière d'acceptabilité au sein des entreprises. Alors non, c'est pas le DRH qui décide, hein, c'est souvent les opérationnels qui mettent en place les projets. Pour la donnée, donc je rejoins Maître Bernard. D'abord, est-ce que la donnée que je vais utiliser, j'ai le droit de l'utiliser? Parce qu'il n'y a pas de copyright derrière, déjà, premier point. Et deuxième point, c'est la donnée que je mets, est-ce qu'elle contient des biais? Parce que si j'injecte de la donnée qui contient des tas de biais,
le résultat va être biaisé, hein, quelle que soit la qualité du... Alors ça n'intervient pas dans le code, hein, mais quand vous faites, je sais pas moi, imaginons je fais du... on va prendre du profil de crédit, tiens, c'est pas mal ça. Je prends du profil de crédit, j'injecte des données dans lesquelles certaines catégories de population sont très défaillantes, ils n'auront jamais de prêt. Et là, j'ai un méga biais à fond, quoi. Et alors là, vous êtes sûr de vous faire allumer juridiquement si ça devient public, quoi. Donc, Maître Bernard a vraiment raison, la donnée, c'est très sous-estimé, mais c'est un point vraiment important. Alors, je vais passer la parole à Elisabeth, parce que finalement, on voit bien que l'entreprise, on a besoin d'un pilote qui a une pensée, qui va l'exprimer, la décliner d'une manière transversale, en silo. Est-ce que vous, côté juridiction administrative, qui avez l'habitude quand même de regarder le fonctionnement de l'État, des collectivités territoriales, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une démarche similaire qui s'opère dans le secteur public, ou est-ce qu'en fait on a affaire à aussi à des pratiques un peu anciennes qui négligent ces changements de comportement par rapport à l'arrivée de l'IA? Alors, d'une part, pour effectivement rebondir sur ce qui a été dit, et en travaillant sur le sujet des caméras augmentées et sur la biométrie, sur la reconnaissance faciale, alors j'invite à aller regarder le site de la CNIL où il y a beaucoup d'éléments de ressources, d'infographies sur la protection des données et qui peuvent, en complément du livret, donner vraiment des indications très précises. Alors, pour répondre à la question générale, au sein de la juridiction administrative, comment on traite l'IA ou comment on traite l'IA? Oui, alors, bien sûr, mais non, votre regard, parce que vous avez les acteurs publics qui viennent devant vous au travers des contentieux. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses sont en train de bouger, parce qu'on parle beaucoup d'entreprises, mais on a envie de dire ça pourrait être la gouvernance des ministères, la gouvernance des grandes administrations? Alors sur la gouvernance en matière de jurisprudence, et pour avoir regardé, voilà, j'ai cité la commune de Vannes qui avait dépensé 2 millions d'euros, la commune de Nice. Oui, puis on a aussi le sujet, beaucoup qu'on appréhende de l'IA à travers les aéronefs, tout le contrôle des drones, qui peuvent aussi embarquer de l'image et faire de la reconnaissance de mouvements. Alors, pour l'instant, je pense que les collectivités ont investi dans la vidéoprotection, puisqu'elles pouvaient le faire depuis très longtemps. Elles commencent à investir dans des outils, parce que les fabricants, finalement, peuvent brider les caméras, mais souvent, elles ont les fonctionnalités qu'il y a. Elles ne peuvent pas encore les utiliser. Je crois qu'elles sont très en attente des évolutions de la législation. Alors, pour en finir, peut-être pour dire comment on fait au sein de la juridiction administrative, d'abord, on a une charte sur l'IA, et l'humain est irréductible. Donc, on n'a pas le droit, effectivement, aujourd'hui et de manière très stricte, d'utiliser de l'IA qui, en fait, compromettrait le secret de l'instruction, la protection des données à caractère personnel qu'on nous confie à travers les dossiers. Mais nous avons de plus en plus de difficultés avec des productions d'avocats, avec des hallucinations, puisqu'aujourd'hui les avocats utilisent beaucoup d'IA, et avec des productions qui, pour le coup, ne sont pas toujours contrôlées en termes de qualité. Et c'est un vrai sujet, parce qu'avec l'IA, on produit 300 pages en peut-être quelques secondes, parce que l'on ne faisait pas auparavant. Et nous avons ce souci de continuer à répondre de manière pertinente. Mais effectivement, comment nous répondons aux hallucinations, ça fait partie de nos prochains challenges. Alors, Maître Bernard répond avec son intelligence naturelle. Je ne vais pas contester la fin du propos, mais plutôt le confirmer. Je voulais répondre en prenant peut-être pendant 30 secondes une ancienne casquette, celle de conseiller de la Première ministre, Elisabeth Borne, pour dire comment les administrations... à mon sens, voit la chose. Il y a eu une vraie accélération. Je crois que le ministre David Amiel travaille énormément sur ce sujet, par exemple actuellement, en mettant beaucoup de choses en place sur la transformation publique. Il y a eu à la DINUM Stéphanie Cher, qui n'est plus DINUM depuis hier, mais qui a fait un travail important également avec le développement de communs numériques. C'est une notion pour voir comment est-ce qu'on équipe finalement les administrations avec des outils qui soient des outils qui permettent de respecter ces sujets de souveraineté, par exemple, et de mettre en avant des acteurs français, européens
on a beaucoup travaillé avec les Allemands sur le sujet. Et puis, au niveau de la justice, par exemple, Afid Boulakras a fait un très important travail présenté au ministre Gérald Darmanin, qui en a pris possession, qui a mis en place une direction de l'IA chargée de la transformation, et au sein des différents tribunaux, tout ça est irrigué. Donc il y a quand même un travail maintenant, au début de ChatGPT par exemple, quand la population française a commencé à en prendre conscience, à peu près personne n'utilisait l'intelligence artificielle au sein des acteurs publics. Et il y a encore aujourd'hui cette affaire de dire c'est un peu sale par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Mais ça bouge vite, et des personnes ont conscience de ce qu'il faut faire pour bien le faire. Merci. Peut-être un mot encore avec Gilles. Alors justement, pour rebondir là-dessus, sur l'usage, en gros, actuellement, pour la population globale, c'est 3% des gens qui utilisent de l'IA dans leur, comment dirais-je, dans leur recherche. Par contre, en B2B, donc y compris l'administration publique, c'est 85% des gens qui vont d'abord aller s'informer sur l'IA, puis déterminer une espèce de shortlist, je sais pas moi, de choses qui les intéressent. Ils vont aller ensuite regarder sur Internet les sites web, ou des blogs, etc. Et ensuite faire leur choix. Et ça, c'est intéressant à avoir en tête, parce que ça change radicalement la façon dont les gens choisissent les choses, ou dont les gens travaillent. Au-delà des... Alors, il y a des hallucinations qui entrent en jeu, mais dans la façon de travailler, la façon de chercher les choses, ça change radicalement la façon de faire. Un dernier mot. Allez-y, Sandrine. Juste un dernier mot, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de formation. Alors, on a... il y a eu quelque temps des tours formés comment utiliser l'IA, mais il n'y a pas eu vraiment de... Enfin, moi, à ma connaissance, j'ai jamais vu vraiment de sensibilisation de c'est quoi les impacts de ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est particulier. Moi, je copyright sur un document. Moi, je suis président d'une commission, vice-président d'une commission sur la facturation électronique. J'ai plein de gens qui m'ont dit bah, j'ai mis ça dans l'IA. Vous voyez, la première page, j'ai marqué que vous n'avez pas le droit de le faire en fait. Et l'IA, elle n'en a rien à faire elle, de tout ça. Mais ce premier truc est hyper important. On commence après à apprendre qu'il ne faut pas cliquer sur un email avec un message qu'on ne comprend pas ou un lien un peu bizarre. Cette formation, cette sensibilisation à c'est quoi les impacts c'est quoi les impacts de ce que je suis en train de faire en utilisant l'IA et quel impact ça a sur les ressources et quel impact ça a sur le patrimoine informationnel de mon entreprise et quel impact ça peut avoir, quelle est la gestion, quel est le risque. Ça, c'est un truc qui n'est pas du tout assez développé et qui devrait l'être beaucoup plus à mon sens. Alors c'est un vrai sujet, c'est la formation, les compétences. Je vous rappelle quand même que les Chinois, depuis la rentrée de septembre dernier, tous les petits Chinois qui rentrent la première classe ont une formation en intelligence artificielle. Tous. Alors je sais qu'Elisabeth Borne, quand elle était au ministère de l'Éducation nationale, a lancé de la formation en troisième, mais il n'empêche qu'il nous faut élargir. Non, je me trompe peut-être. Je n'étais plus avec Elisabeth Borne, mais elle a continué à faire des bonnes choses, y compris en mon absence. Simplement pour dire que la formation, c'est le premier article avec les IA inacceptables qui est entré en vigueur au sein du règlement IA dès septembre 2025. Dès février 2025, pardon. C'est Elisabeth Borne qui m'a troublé. Rendons à César ce qui est à César et à Elisabeth Borne ce qui est à Elisabeth Borne. Mes amis, le temps passe. Je crois qu'on a déjà beaucoup avancé dans le sujet, mais vous avez forcément des questions à poser. Merci, Clara, de prendre le micro. Celui-ci va servir à ceux qui vont répondre. Voilà, vous avez des mains qui se lèvent. Et je vous passe le micro pour que vous puissiez répondre. Luc Jeannanette, BNP Paribas, administrateur indépendant. Merci pour toute votre production. On parle d'IA, et à l'occasion de l'IA, vous parlez de gouvernance. Moi, je voudrais poser la question, la contraposer. Comment, dans la gouvernance, on intègre le nouveau sujet qui est l'IA? Et je me permets de rappeler une question que j'avais posée la dernière fois que je suis venu. À la page 27, vous parlez des responsabilités. Où est le conseil d'administration? Et n'est-il pas vrai que le conseil d'administration est là pour piloter l'ensemble de la gouvernance et l'ensemble des risques? Et à vous écouter, si on se pose la question de la gouvernance à l'occasion de l'IA, et à vous entendre, ça n'existerait pas beaucoup, a-t-on des entreprises qui n'ont pas de gouvernance? Petite question un peu polémique. Merci.
Oui, plus que de la gouvernance, c'est une question de pilotage de la gouvernance. Et effectivement, il y a un trou dans la raquette à ce niveau-là au départ. Ça montre bien que l'IA est un impensé au niveau de où elle se situe au sein de l'entreprise. Et effectivement, il faut la rentrer dans la grille de gouvernance d'ensemble, mais ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Mais c'est plus une question pour moi de pilotage de la gouvernance que de gouvernance en tant que telle. Laïne Cutier, ex-Thales et consultante indépendante en cybersécurité. On parle beaucoup de gouvernance, c'est un mot qui revient beaucoup. Et au sein de l'entreprise, faut-il créer un rôle, comme on a créé le DPO il y a quelques années, un spécialiste de l'IA et de cette gouvernance, justement? Première question. Deuxième question, si je suis un PDG et que je veux utiliser l'IA, qu'est-ce que je dois faire en premier? Alors sur la gestion aujourd'hui, naturellement le rôle il reviendrait à un DPO. Hein, oui, voilà, on parle d'un DPO. Oui, parce que le DPO il s'occupe de la donnée, donc la gouvernance de l'information, bah, c'est de la donnée, hein, Data Protection Officer. Donc naturellement le rôle lui revient. Alors maintenant, est-ce que le rôle du DPO, ou plutôt son rattachement hiérarchique, est au fin fond de l'organigramme, ou est-ce qu'il est rattaché très très près du président? Enfin, tout dépend de ce que les sociétés accordent comme importance au sujet. Mais naturellement, qui va le faire? Le DPO. Alors après, il va s'appuyer évidemment sur le CISO, enfin le RSSI en français, qui gère la sécurité de l'information, mais il va peut-être aussi s'appuyer sur d'autres personnes. Donc, naturellement, qui va gérer le DPO? Moi, je dirais juste un sujet transverse, parce qu'on a parlé beaucoup de direction juridique, direction des opérations, direction du système d'information, direction générale. Peut-être que c'est une question aussi d'instance. L'IA est peut-être pas une question de business as usual, c'est peut-être quelque chose sur lequel ça mériterait des instances un peu spécifiques dans l'entreprise, avec des remontées à des conseils d'administration qui permettraient de comment dirais-je, donner une illusion de maîtrise un petit peu plus forte que celle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gouvernance. Aujourd'hui, il y a de la gouvernance dans les entreprises, évidemment. Mais ce sujet-là est un petit peu particulier, mériterait peut-être une instance spécifique. C'est intéressant parce que l'État se pose à peu près la même question s'agissant du règlement IA pour la mise en place de la gouvernance. Naturellement, la CNIL dit « c'est à moi, n'y touchez pas ». On arrive sur le rôle du DPO au sein de l'entreprise. Et les acteurs métiers, les autorités de régulation métiers, l'AMF, etc., disent « c'est à nous, n'y touchez pas ». Et au sein des entreprises, on a le même problème. Je rebondirai peut-être sur la première question à ce sujet-là. Je pense que c'est là où ça doit revenir au niveau de la gouvernance globale, de se poser la question de comment est-ce qu'on fait avec quelque chose d'aussi transversal. Oui. Il y a un tableau extraordinaire, un graphique extraordinaire qui a été publié juste après l'AIAC. C'est qui met en œuvre l'AIAC en France. Et alors là, c'est merveilleux. Alors, c'est intéressant parce que, ou bien on dit, il y a tellement d'acteurs que c'est formidable parce que ça montre qu'il y a une mobilisation qui concerne tout le monde. Ou alors on se pose la question, finalement, est-ce qu'il ne faut pas rassembler, avoir un pilote dans l'avion? Est-ce qu'il y a 25 pilotes en même temps qui prennent des directions qui ne sont pas forcément identiques? Le schéma est maladroit. Le schéma est maladroit. Mais bon, bah, donc, c'était une confession, merci de l'avoir dit, je le pense aussi. Voilà, et je crois que... Voilà, monsieur, allez-y. Bonjour, merci pour les interventions, c'était très intéressant. On a parlé, alors pour reprendre un petit peu la question précédente, du DPO qui va gérer la gouvernance. Ne faut-il pas aussi inclure des équipes techniques qui vont venir justement gérer tout ce qui vont être les outils IA, qui sont avant tout des outils techniques avant d'être des outils pour les métiers? En fait, les équipes techniques, elles sont naturellement attirées par le sujet. Donc déjà, elles travaillent naturellement sur le sujet. Sauf que la question, c'est toujours la même. C'est quelle est la finalité? D'abord, qu'est-ce que je veux faire? Donc, quelle gouvernance? Et une fois que je sais ce que je veux faire, je mets en place les outils. Actuellement, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est-à-dire que c'est les outils qui apparaissent, comme ça a été dit. Hein. Les outils apparaissent, je vais proposer quelque chose, et je vais me poser la question de qu'est-ce que je vais en faire. On dit c'est une espèce d'économie de l'offre. Alors que vaut mieux d'abord se dire qu'est-ce que je veux faire, enfin, qu'est-ce que je veux en tirer comme profit, quoi, en gros, hein, et comment je le contrôle, et après, je donne le sujet aux équipes techniques. Une équipe technique qui a des bonnes specs, généralement, elle fait des bons résultats. Une équipe technique qui n'a pas de bonnes specs, c'est rare qu'elle fasse des bons résultats. Enfin, que le client soit content à la fin, quoi, surtout.
Mes chers amis, l'heure avance et donc nous sommes arrivés au terme de cet échange. Je pense que vous l'avez trouvé passionnant. Je pensais que, et je le savais avec Mélissa, que je salue, c'est Mélissa qui habituellement anime avec moi ces petits déjeuners et qui se trouve coincée à l'étranger, puisqu'elle est en Bretagne. C'est à Normand que je vous dis ça. Hein. Vous voyez, c'est... pardon Mélissa, pardon breton. Voilà, donc un petit bonjour à Mélissa qui, je pense, nous regarde et nous écoute. Et que je remercie d'avoir préparé avec vous et moi ce petit déjeuner. Mais on sent bien que il y avait de quoi faire 3 ou 4 petits déjeuners dans un seul petit déjeuner, car tous les thèmes, finalement, à chaque fois qu'on aborde une question, elle nous ouvre des portes sur une autre question. Et je crois qu'il faut revenir sur l'essentiel, bien sûr, le comment, et le petit, cet ouvrage répond à ces questions, mais d'abord le pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et le pourquoi nous ramène aussi après des questions éthiques et des questions existentielles, mais tout ça, ça nous amène à avoir une sorte de hiérarchie dans la pensée, et quand on a bien hiérarchisé sa pensée, on hiérarchise bien son action. Voilà. Au nom de toutes et tous, je voudrais vous remercier tous les 4, remercier encore Laetitia, remercier Jean-Pierre et avec les personnes debout, c'est vous dire que c'est un petit déjeuner qui a vraiment intéressé un nombre très important de personnes. Voilà, merci à toutes et à tous. Rendez-vous le 8 juillet, où là nous parlerons de l'informatique opérationnelle dans les entreprises. Les problèmes d'infrastructures publiques. Vous savez que l'informatique de gestion est de plus en plus interconnectée avec l'informatique opérationnelle, avec des SCADA qui ne sont pas forcément protégés au même niveau que qu'est l'informatique de gestion. Quels sont les problèmes que ça soulève? On en parlera avec nos amis, notamment d'Exatrust, au mois de juillet prochain, le 8 juillet prochain. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, et puis le 8 juillet, nous nous retrouvons.